infiniment d'être ici. Moi, j'aurais une première question un petit peu. On ne va pas parler du moment présent qui s'y prête probablement pas. C'est pas dans le PLFSS qu'on va restructurer le système. Mais selon vous, vous avez à des positions éminentes. Vous êtes des experts du système de santé. C'est pour ça qu'on vous a choisi. Qu'est-ce qui, à votre avis, il faut faire pour basculer dans ce modèle de santé auquel, vous l'avez vu, tous les acteurs, en tout cas chez les médecins, chez les pharmaciens et chez les infirmiers, aspirent. Peut-être qu'on peut démarrer par vous, Madame Agnès Firmin-Lebaudot. Merci, Monsieur Bizarre. J'ai combien de temps? 3 heures? Oui. Non, ça c'est pour mes collègues. Tout d'abord, merci de m'avoir associé à cette conférence. Ça fait toujours plaisir de venir rediscuter de ces sujets avec vous. Moi, j'ai envie de dire qu'on a un problème. C'est que, collectivement, la prévention n'est pas culturelle encore dans notre pays. Et la première des choses à faire, c'est de se dire que la prévention, c'est le meilleur soin. C'est le soin qu'on n'aura pas, qu'on évitera. Donc on a un enjeu qui se place, avant de parler de ce que les professionnels pourraient faire, et je vais rejoindre la présidente du Conseil de l'Ordre des infirmiers que je ne vois pas, qui est là, c'est qu'on a un enjeu, à mon sens, qui est d'abord éducatif, avant de devenir médical. Et donc, il nous faut prendre la prévention qui est du temps long. Donc le temps long, ce n'est pas le temps des politiques, mais il y a un moment, il va bien falloir qu'on se pose la question. Il faut prendre, et je pense que le virage, il est à prendre maintenant, même si on peut toujours discuter sur le fait que est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Il n'est jamais trop tard. Ma grand-mère m'a toujours dit, prévenir, c'est guérir, il n'est jamais trop tard. Bah donc voilà, on y est. Et je pense que le vrai enjeu, c'est de faire à un moment ou à un autre le temps de zéro de la prévention. Et le temps zéro de la prévention, ça commence par l'éducation, et c'est l'école, parce que tout le monde va à l'école, et c'est donner la chance à tout le monde de pouvoir faire et de bénéficier des actions de prévention, et à tout âge. On apprend d'abord à se laver les mains, après on apprend à se laver les dents, et à tout âge, on peut faire des actions de prévention. Et c'est l'école qui est le meilleur vecteur. Donc il faut absolument revoir la santé scolaire, la santé au travail après, parce que là aussi, à tous les âges de la vie, on a des actions de prévention, et tout ça ne pourra se faire, et j'en suis intimement convaincue, que si tout ça est managé par le ministère de la Santé. Et là, on boucle la boucle. On ne peut pas y arriver tant que ceci est géré à la fois par l'éducation nationale, pour la santé scolaire. On voit bien, ça ne marche pas. Et je ne fais pas le procès de qui que ce soit là, quand je dis ça. C'est un constat, c'est factuel, parce qu'on n'y arrive pas. Et que la santé au travail ne peut pas être gérée par le ministère du Travail. C'est forcément la santé. Tout ça doit se faire de façon collaborative. Mais on voit bien que ça ne peut marcher que si c'est piloté, et piloté par le ministère de la Santé, j'en suis intimement convaincue. Voilà pour une première des réponses sur ce que doit être la prévention. La prévention, c'est un système systémique, et c'est d'abord, à mon sens, l'affaire de tous, d'abord en tant que citoyen, et donc ça passe par de l'éducation. Bouger 30 minutes, faire du sport à l'école, la nutrition sont les meilleurs, j'allais dire, indicateurs qu'on peut trouver pour des actions de prévention. Et moi, je suis intimement persuadée qu'à un moment, il faudra se créer la génération, j'allais dire, zéro, pour avoir des indicateurs. On peut, sur ce que le président de la République, sur les 2 heures de sport en plus au collège, on peut déterminer des indicateurs populationnels, et là, on se suit toute, j'allais dire, tout son parcours de vie, et on a les moyens maintenant technologiques de pouvoir, j'allais dire, recueillir soit dans nos dossiers médicaux les data qui nous suivront toute notre vie. Enfin, je pense que c'est une question, alors j'allais dire de volonté politique, certes, mais là, ce n'est pas une question que de volonté politique, c'est vraiment une question de prise en compte que, en fait, c'est de notre santé dont on parle, et notre prévention, c'est nous qui pouvons aussi nous la construire. Donc c'est un vrai sujet d'éducation et un vrai sujet culturel. Voilà pour la première réponse à la question que je pouvais faire. Merci Madame la Ministre. Yannick Noder, vous êtes sous les feux de l'actualité, vous vivez, je dirais minute par minute, toutes les difficultés de boucler un budget de santé. Qu'est-ce qui manque à ce système pour qu'on y intègre davantage de prévention? Merci, bonsoir à tous. Je suis très heureux
d'être parmi vous ce soir et je peux vous dire que quand on est rapporteur général d'un PLFSS, on a l'impression de faire, j'attaque ma 14e nuit de garde, donc pour ceux qui, voilà un petit clin d'œil, donc je vais essayer d'être concis pour pas dire de bêtises. Qu'est-ce qui manque? Déjà, je trouve que c'est très bien que les nouvelles générations, quelles que soient les conditions professionnelles, médicales, paramédicales, ce sujet émarge de façon transversale, et ça c'est très intéressant. Je suis pas sûr, honnêtement, que quand moi j'étais étudiant en médecine, c'était ma préoccupation la prévention. Je suis honnête, je suis pas sûr, et je trouve que le fait que vous ayez cet intérêt pour la prévention, comme vous avez possiblement beaucoup plus d'intérêt que nous en avions pour l'écologie. On voit beaucoup de choses qui sont faites sur la réutilisation des dispositifs, sur beaucoup de choses. On voit que effectivement tous ces sujets, au-delà de la pratique professionnelle, vous intéressent et vous saisissent. Après, le cadre. Clairement, je pense qu'on est au bout d'un système, et c'est certainement pas le PLFSS, le projet de loi de finances de sécurité sociale, qui va permettre d'améliorer la prévention. Pourquoi? Parce qu'on a de tels déficits financiers, sans rentrer dans des questions politiques de responsabilité des uns des autres, c'est qu'en fait on est face à une vraie problématique structurelle, et que le seul outil que nous avons pour l'instant, c'est un texte budgétaire. Donc en fait, il faut, pour répondre à ces problématiques qui sont structurelles, un déficit d'un hôpital, des choses comme ça, c'est structurel, c'est pas sur un exercice budgétaire qu'on va le régler. Et donc il faut arrêter le PLFSS. Moi, je milite pour effectivement des visions de pluriannualité, des lois santé. Et dans ces lois santé, il peut avoir des chapitres prévention. Et je crois que ça, c'est le premier enseignement. Le cadre législatif est à revoir pour sortir le domaine de la prévention, parce que là il y aura un tout petit peu de prévention, parce que je crois que personne ne conçoit de faire un PLFSS, ça ne serait pas politiquement correct qu'il n'y ait pas le mot prévention, mais soyons clairs, le sujet n'y est pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans un vase clos financier, et que quelque part c'est un peu comme l'agriculture, hein, la prévention, faut semer pour récolter. Donc si par exemple on va prendre les sujets que j'aime bien, hein, le cardiovasculaire par exemple, si vous voulez éradiquer les facteurs de risque cardiovasculaire, où on sait très bien qu'à terme vous éliminez une partie non négligeable d'accidents vasculaires, d'infarctus, en luttant contre l'hypertension, le diabète, le cholestérol, le tabac, eh bien il faut des moyens de prévention, et vous allez en avoir les effets positifs en termes d'impact, triple impact, hein. L'impact sur les patients, vos patients, nos habitants vont être moins malades, ils ne vont pas faire le problème. Ça va être bon pour le patient, naturellement, ça va être bon pour le conjoint en général, parce que quand quelqu'un fait un infarctus, un AVC, souvent quand en plus il est jeune, bah, ça impacte fortement le conjoint. Donc il va avoir aussi des indemnités journalières chez le conjoint, chez le patient, hein. Durée d'arrêt de travail moyen, c'est à peu près 3 mois pour ce type de choses. Et puis c'est une perte pour la production, et c'est la garantie de notre modèle social, c'est que si vous êtes malade, bah, vous ne pouvez plus travailler. On a un système social qui vous permet de vous verser des prestations. Donc tout ça est triplement efficace, c'est-à-dire si vous prévenez, les gens sont en meilleure santé, et économiquement, médico-économiquement, vous pouvez largement payer vos politiques de prévention sur les indemnités journalières, la perte de PIB que le patient malheureusement ne pourra pas contribuer, et puis l'impact directement sur la santé. Après, le financement. On peut avoir beaucoup d'idées sur le financement. Déjà, ça peut alléger nos budgets, puisque c'est grâce à l'innovation et la prévention qu'on aura les marges d'efficience à terme pour pouvoir faire face justement à toutes ces nouvelles dépenses de santé, qui sont parfois également juste liées au vieillissement de la population, à l'augmentation du nombre de population. Nous sommes 15 millions d'habitants de plus que 1970, donc forcément que les moyens et les besoins augmentent. Après, sur le financement, on peut peut-être se réfléchir. On ne le fera pas dans ce PLFSS, je vous rassure, mais ça fait partie des pistes de réflexion. Est-ce que tout le monde doit tout faire partout? Donc je pense qu'il y a peut-être une clé de répartition à trouver entre l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire. Est-ce que peut-être on peut se répartir les choses, où la prévention peut être portée par certains, plutôt le complémentaire, vous m'avez vu arriver, et puis l'obligatoire plutôt porter le soin. En tout cas, ça fait partie de quelque chose qui est intéressant. Et le petit point de divergence que j'aurais avec Agnès Firmin-Lebaudot, c'est en fait qui effectue quoi.
naturellement, je partage, c'est le point de convergence, sur le fait que ça doit être coordonné au niveau du ministère de la Santé, et j'imagine bien que les relations interministérielles, en fonction de l'éducation nationale des différents lieux où ça doit être fait, doit être coordonné par le ministère de la Santé. Après, pour l'effecteur direct, là c'est ma partie un peu plus, comment dire, girondin que jacobin, c'est-à-dire que je pense que c'est possiblement une part de décentralisation qui peut nous aider. Je pense que les collectivités locales, alors là je ne suis pas arrêté sur l'échelon, j'ai été maire, j'ai été président d'intercommunalité, d'agglomération, vice-président de région. À chacun de ces niveaux d'exercice de fonction, j'ai toujours essayé de mettre des politiques de prévention. La santé est du régalien, mais vous pouvez très bien la décliner au titre de l'aménagement du territoire, sur du structurel, de l'investissement. Vous pouvez le mettre dans des politiques sportives, nutritionnelles et tout ça. Et je pense que pour le coup, la coordination nationale, oui, mais les effecteurs, je pense que la confiance, qu'est-ce qui va faire qu'une prévention fonctionne? C'est souvent la répétition, le lien de confiance de les créer. Je trouve que les maires, par exemple, sont quand même des actions de proximité qui pourraient être intéressants. Donc je ne sais pas quel niveau de décentralisation il faut le faire, mais si je pense que utiliser les collectivités locales pour être quelque chose d'important, parce que on le voit bien, Octobre Rose ou des grandes campagnes comme ça qui commencent à émerger, qui ont bien émergé, pardon. Moi j'ai passé beaucoup de temps en mois d'octobre à beaucoup d'associations de patients, d'infirmières, beaucoup de mobilisations qui se maillent bien avec le tissu associatif, sportif. J'ai fait beaucoup de randonnées sportives autour de ces thématiques-là, et je pense que c'est comme ça que ça peut rentrer dans les mœurs. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais voilà, comment j'aurais décliné les choses. Je serais obligé de partir un petit peu. Oui, merci beaucoup, monsieur le rapporteur. On prendra une ou deux questions, et merci encore pour votre temps. Jérôme Gade, on vous entend beaucoup sur la question du grand âge. Quand on parle de grand âge, on parle davantage d'EHPAD que du bien vieillir. Donc là aussi, on voit qu'on a du mal à raisonner en amont. À quoi est-ce dû, selon vous ? Alors, je vais répondre à cette question juste après, parce qu'elle illustre certains des éléments que je vais apporter, mais plus globalement, puisqu'il faut y être un peu en de manière très caricaturale. La vraie raison, c'est qu'on va reprendre la séance à 21h30, mais il faut qu'on mange avant, parce que c'est une vraie dépense de prévention en ce moment pour nous, pour tenir. Donc, toi, tu manges pas? Bah ouais, moi, on va défaillir sinon. Je ne redis pas des choses sur l'éducation. Agnès vous en a parlé. Pour moi, la difficulté principale au-delà de l'impasse culturelle, c'est d'en faire un élément structurant de l'ensemble des politiques de santé. Et année après année, ce qui a été dit par Agnès ou par Yannick, on ne voit pas le changement de braquet. Donc moi je pars par le haut. Il n'y a pas d'outil d'animation d'une politique nationale de prévention digne de ce nom. Donc pour moi, c'est peut-être un réflexe jacobin, trop centralisé, mais tant qu'on ne parlera pas de prévention, quand on parle de santé et de financement de la santé, on aura un problème. Donc c'est pour ça que moi, la porte d'entrée première, là on est dans le PLFSS, la tête sur le guidon, par exemple, ce PLFSS cette année, il n'y a pas une seule mesure relative à la prévention, quasiment pas, voilà, il n'y a rien. L'année dernière, on avait les rendez-vous de prévention, des dépistages, et donc il y avait, mais à chaque fois de manière un peu impressionniste, pardon de le dire, c'est-à-dire voilà, il n'y a pas un moment, donc dans les propositions que Frédéric défend depuis des années, de ce que j'ai lu de votre plateforme, je crois que c'est l'axe 5, c'est-à-dire quand on parle d'une loi de programmation en santé, c'est pas uniquement une loi d'organisation des moyens pour faire de la pluriannualité par rapport à ce que le PLFSS ne permet pas de faire, mais c'est d'inverser le paradigme, c'est de partir des besoins. Et les besoins sont ceux de la santé publique qui tiennent compte de la logique de prévention. Aujourd'hui, il n'y a aucun indicateur, il n'y a aucun objectif qui est assigné, qui pourrait être décliné financièrement. Donc, support premier, d'abord parce que c'est aussi en lien avec la démocratie sanitaire, parce que je pense que c'est des sujets... On a aussi ce travers, c'est qu'on a délégué à l'exécutif, c'est très bien la Ve République et l'exécutif, mais c'est des plans de santé, c'est une stratégie nationale de santé qui est élaborée par le gouvernement et par le gouvernement seul, dont les parlementaires représentants du peuple ne sont à aucun moment saisis.
Donc moi je souhaite, comme on est capable d'avoir une loi de programmation militaire qui part d'une analyse des besoins, qui définit les moyens, de la manière qu'on a une loi de programmation désormais sur le ministère de l'Intérieur, sur les enjeux de sécurité, de la même manière qu'on a une loi de programmation sur la justice et qui à chaque fois essaye de partir des besoins pour donner une profondeur de champ sur les moyens qui sont alloués, d'avoir une loi de programmation santé qui forcément partira des besoins de santé publique avec des objectifs assignés sur chacun des sujets et qui intégreront forcément la dimension de la prévention. Donc là, tant qu'on n'a pas ce changement de gouvernance, eh ben, on continuera à bricoler avec une sorte de surplomb essentiellement comptable, ce qu'on vit, et de maîtrise budgétaire, ce qu'on vit en ce moment. Je vais toujours en style très télégraphique. Forcément, derrière, ça pose la manière dont le financement de la prévention est intégré dans l'ensemble de la dépense d'assurance maladie. Donc, en plus, on a toujours du mal à définir les périmètres concernés. Donc, 6-8 milliards de dépenses de prévention sur les 260 milliards de la dépense d'assurance maladie. On voit bien qu'on a quand même un sujet elle aura un coût immanquablement la prévention, et on aura un coût de tuilage parce que le rendement attendu de la prévention ne se fait pas sentir dans la même temporalité que l'input qu'on y met à un moment donné. Donc il faut accepter cet investissement et le moment où ça se superpose, je l'illustrerai tout à l'heure sur la question de la prévention de la perte d'autonomie appliquée au grand âge. Donc faut accepter ce conflit de temporalité. Et s'agissant du financement, il faut aussi admettre que l'organisation du financement dans le système de santé doit être remise en question. La prévention n'est pas valorisée dans les mécanismes actuels. À l'hôpital, dans la tarification à l'activité, et surtout dans la médecine de ville, avec la prépondérance du paiement à l'acte, même si il y a eu des évolutions qui ont intégré une logique populationnelle et une logique par capitation, si j'ose dire, mais en tous les cas, cette logique populationnelle qui intègre en amont, évidemment, la dimension de prévention. Là, on touche à des sacro-saints principes qui sont ceux de l'organisation de la médecine libérale, dont il faut que collectivement on puisse considérer. C'est aussi les conditions d'exercice de la médecine qui, à mon avis, sont susceptibles d'intégrer plus et mieux la dimension de financement. Et comme ça a un coût, mais je ne veux pas faire le lien avec tout ce dont on a débattu cet après-midi avec Yannick, il faut aller chercher ces ressources là où elles sont potentiellement trouvables. Vous pourrez regarder en replay ce que vous n'avez pas vu cet après-midi, à savoir nos débats sur les exonérations de cotisations sociales et les positions assez tranchées qui ont pu... je suis à une tribune, je fais de la politique, les amis. C'est bon. C'est ça, quoi. Bon, dernier point, puisque la perche m'a été tendue comme élément d'illustration, c'est aussi intégrer que la dimension de prévention, elle ne procède pas, et Agnès l'a justement dit, elle est dans l'éducation, elle ne procède pas que du système de santé. Sur la prévention de la perte d'autonomie, donc sur la question du grand âge, de la dépendance, la prévention, c'est l'adaptation de la société au vieillissement. C'est les mobilités, c'est le logement, c'est le sport santé. Donc on est sur des sujets qui ne sont pas tous dans le champ de l'action propre des professionnels de santé. Bien sûr, eux doivent s'emparer et être incités et soutenus pour le faire, mais c'est aussi comment la prévention santé, d'autres acteurs, voilà, moi quand je parle sur le sujet du vieillissement à un maire, en disant tu es responsable de la perte d'autonomie dès l'instant où tu réinstalles des bancs dans l'espace public, parce que ces bancs dans l'espace public vont envoyer un message qui sera entendu par les personnes âgées, qu'elles peuvent sortir de chez elles pour faire du lien social, pour faire de la marche, et donc ouvrir leur appétit, éviter la sarcopénie, la dénutrition, etc. Bon, le maire, quand il installe un banc dans l'espace public, ou plutôt en ce moment quand il les retire, il ne se rend pas compte qu'il est un acteur de la prévention. Donc ça suppose cette acculturation globale sur toute une série de sujets. Et voilà, je m'arrête là pour l'instant. Ok, merci beaucoup Jérôme Gage. On va passer Philippe Vigier. Avant, on prendra les questions. Je vois qu'il y a plusieurs questions, peut-être notamment de Luc, mais je vous demanderai, quand vous répondez aux questions, de faire deux choses à la fois, comme vous êtes des gens brillants, ça pose pas. Mais quand même, puisqu'il y a un consensus sur ce besoin enfin
d'intégrer la prévention dans notre système de santé. Quel portage politique est-ce que vous envisageriez pour qu'on n'attende pas 2027 ou 2032 pour cette politique? Si vous pourrez essayer de réfléchir à ça. Philippe Vigier, on vous entend aussi beaucoup sur ces questions de prévention. Quel est votre point de vue, s'il vous plaît? Bien, merci. Moi, je suis très heureux également d'être parmi vous, passer quelques instants aux côtés de mes collègues dans un esprit transpartisan, même si Jérôme est normal, il y a une petite incise, mais ça fait partie des débats que nous avons. Non, vous dire une chose avec beaucoup de sérieux. D'abord, il faut embarquer tout le monde. Et c'est vous qui allez être ceux qui allez piloter naturellement tout cela. Moi, quand j'ai fait mes études médicales, c'est jamais ce mot, je n'ai jamais entendu, le mot prévention. Et donc, pour être très court, le bon outil, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est une loi de programmation pluriannuelle et financée avec des objectifs, et on regarde comment on fait. Et là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord, je m'adresse à Yannick, et là, de façon transpartisane, avec Agnès et avec Jérôme Guedj, on doit être capable de pousser tout ça. C'est la première fois. Compliqué. La deuxième chose, c'est le financement. Je l'ai dit dans l'hémicycle, pas loin d'ici, il y a une erreur considérable dans le budget que devant nous, c'est qu'on continue de dérembourser de l'assurance maladie pour le transférer sur les mutuelles. Arrêtons ce massacre. Et nous proposons une chose simple sur laquelle on peut se retrouver, c'est que la prévention soit financée par les mutuelles, avec un grand plan de prévention élaboré au niveau national, décliné dans les territoires, de manière à ce que l'assurance maladie prenne en charge les risques les plus importants et les mutuelles soient là. Et d'ailleurs, c'est une mesure de protection des pouvoirs d'achat pour nos compatriotes. Ça, il faut qu'on ait le courage de le porter. La troisième chose, c'est qu'il y a 14 ministères qui sont concernés. Agnès était ministre, je trouve qu'on a lancé ensemble d'ailleurs pour la prévention des cancers, en particulier dans les territoires ultramarins dont j'avais la charge, tu t'en souviens. Vous voyez ce que dans l'Hexagone, vous allez là-bas, c'est 30 ans, 40 ans en arrière, et encore. Et donc, franchement, ça doit être piloté par le ministère de la Santé, qu'après, naturellement, il y a des déclinaisons, mais l'intégration, comme tu l'as très bien dit, dans les programmes scolaires, mais ministère des Sports, enfin bref, on peut tous les décliner les uns après les autres, c'est indispensable. Et naturellement, comme vous êtes les sources vives de tout cela, je vois mal comment, dans vos cursus de formation respectifs, ça ne peut pas être intégré. C'est pas 2 heures, 4 heures ou 6 heures. Quelqu'un disait tout à l'heure, justement, quand on est professionnel de santé, on ne sait pas comment demain on va gérer un cabinet, on ne sait pas demain ce que c'est qu'un compte d'exploitation, on ne sait pas demain, le volet prévention, ce sont des choses qui doivent être complètement insérées dans vos cursus. Vous ne pouvez pas découvrir ça une fois que vous avez fait 3 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et alors, pour continuer, ce que je voudrais simplement dire, c'est que tout à l'heure, il y a une phrase qui a été prononcée, je ne sais plus par qui, mais c'est très important. C'est vrai qu'en France, on vieillit toujours un peu plus, mais en revanche, en bonne santé, ça commence à être sur un plateau. Et oui. Et madame, vous parliez des hypertensions artérielles en disant 30% sont en fait détectés ou les autres sont assez mal suivis. Et tout est là. Moi, j'ai également beaucoup participé à Octobre Rose. Et est-ce que oui ou non, donc, demain, on est capable, avec cette programmation pluriannuelle, et moi, j'avais même écrit, vous voyez, j'ai utilisé dans les 10 minutes que j'avais de discussion générale pour mon groupe, j'avais consacré 5 minutes à la réorganisation du système de santé en disant que la prévention, c'était la porte d'entrée de tout l'accès aux soins pour chacun. Si on en fait la porte d'entrée, et c'est l'arborescence qui est comme cela, sinon, si on considère que c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié, vous savez, comme quand on parle de la culture, on dit c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Non, ça doit être justement cette porte d'entrée avec les moyens dédiés, et non un éclatement parce qu'il n'y a plus du tout de visibilité. Et enfin, le tout dernier mot, tout ça ne pourra passer qu'il y a des services publics territoriaux de santé, chacun en responsabilité. J'ai bien aimé le slide où on parlait de mettre le citoyen au cœur du sujet. Il ne faut pas être toujours en train de dire qu'il faut dépenser plus. Non, il faut dépenser mieux, avec de la vraie efficience. Parce que je suis persuadé d'une chose, c'est ma dernière phrase, qu'avec le même périmètre financier, avec une nouvelle organisation telle que nous l'avons proposée de façon assez transpartisane, en mettant la prévention en porte d'entrée, en ayant des professionnels formés, et enfin, tout dernier mot, c'est totalement décloisonné, parce que vous attendez la grande loi pour les infirmières, sur les IPA, tout cela, mais qu'est-ce qu'on attend? Ça fait déjà pas mal d'années qu'elles sont en fonction, il faut les rémunérer mieux, et le décloisonnement des tâches, c'est la base. Si on n'arrive pas à décloisonner, et en utilisant les outils comme le numérique, je ne vois pas comment on ne peut pas utiliser tous ces outils diagnostiques fabuleux dont on dispose maintenant. Merci. On prend 2-3 questions et on refera un tour de table parce que notamment Agnès Firmin-Lebaudot souhaite dire un mot. Luc, vous vouliez intervenir. Hop, Flo, tu peux passer.
Hop, juste, oui, des questions assez courtes, mais on a le privilège d'avoir 4 personnalités, donc on en profite. Merci à vous, merci à cette conférence santé. Donc si je vous ai bien compris, dans le PLFSS, il n'y a pas assez d'argent pour financer le système de soins, donc il n'y en aura pas pour la prévention. Quand est-ce que vous allez vous décider à réformer le système de soins? Moi je suis en Mayenne, vous connaissez bien Guillaume Garot. Bon, 3 hôpitaux, toutes les nuits, 3 services d'urgence, mais dont 2 fermés. Et par rapport, souvent, c'est l'hôpital pivot du GHT, il ferme à 15h. La nuit, elle commence à 15h. 3 maternités pour accoucher la nuit. 3 blocs de dur pour se faire opérer de sa fracture. 3 blocs de mou pour l'appendicite. On est 300 000 habitants. On marche sur la tête. Et quand on dit qu'on va fermer la maternité parce qu'il n'y a pas d'anesthésiste, manifestation dans une ville de 13 000 habitants, 7 500 personnes, en tête, députés, maires, tous les élus. Comment voulez-vous que, quelque part, on puisse réformer ce système de soins bon, voilà, et pour donner éventuellement de l'argent pour la prévention, vous dites les mutuelles, je veux bien, mais le système de soins, il est réformé. Après, non mais je crois que les professionnels qui sont ici dans la salle, on vous a montré en 2020, il n'y a pas eu besoin de directive ministérielle, hein, Covid, centre Covid, tous les professionnels de santé, les médecins, les infirmières, mais aussi les usagers sur les territoires, les associations locales, le secteur médico-social, 2021, les centres de vaccination, l'agilité des professionnels sur le terrain. Donc, moi, bien sûr qu'il faut une politique pluriannuelle, mais je veux dire, la prévention, ça a été dit par Raphaël, c'est une politique de santé territoriale, populationnelle. Je veux dire, c'est au niveau de nos territoires. Alors, et tout, mais je veux dire, le moins possible partir de Paris. Et quand on fait des expérimentations, on s'est lancé à l'échelon de département, pas risque de perte d'autonomie chez la personne âgée, tout ça qui tombe à l'eau, tout ça lancé par le ministère. Et je terminerai, les professionnels de santé sur le territoire, nos parlementaires nous parlent que de l'accès aux soins. Que de l'accès aux soins, c'est aussi un souci de la population. Non, sur les territoires, c'est avec ça qu'on se fait élire. Je peux vous dire qu'en Mayenne, pour vous faire élire en 1, je vais résoudre le problème de l'accès aux soins. Moi, j'ai tendance à dire que ça a été une chance, les problèmes d'accès aux soins en Mayenne. Parce que c'est ce qui a amené les médecins à passer de 32 secteurs en 2002 à 8 secteurs de garde pour diminuer la fréquence des gardes. C'est ce qui nous a amené à créer des MSP multisites sur un territoire rural de 43 000 habitants, à embaucher 3 IPA, à travailler avec des infirmières médicales. Une question. Non, mais ce que je veux dire, je veux dire, c'est lancer la balle aux parlementaires parce que le système de soins, la réforme du système de soins, c'est ici qu'elle se décide. C'est au Parlement. Et on laissera les députés répondre sur notre... Oui, allez-y. Bonjour, Alice Perrin, je suis secrétaire générale d'AMG France, premier syndicat de médecins généralistes. Je voulais en fait vous partager la préoccupation des médecins d'AMG France. La préoccupation, c'est l'accès aux soins et transférer une partie de la prise en charge des soins, c'est-à-dire la prévention vers les mutuelles. Nous, ça nous inquiète énormément parce qu'en fait, les mutuelles, c'est quand même pas des gens qui vont forcément aller vers quelque chose qui va vers l'accès aux soins. C'est-à-dire que si c'est les mutuelles qui contrôlent tout ça, si on diminue le remboursement des soins chez les médecins généralistes qui est prévu, en fait, les mutuelles, elles vont augmenter les prix et donc les plus pauvres ne pourront plus avoir accès à ces soins. Donc nous, on est extrêmement inquiets de la place que peuvent prendre les mutuelles dans le système de soins actuel et futur. Oui. Bonjour. Alors, moi j'ai une question très terre à terre. Si la prévention est prise en charge par les mutuelles, on a dit que la prévention, il y avait tout un côté coordination, les médecins qui connaissent leur territoire, les infirmières qui connaissent leur territoire. Si c'est les mutuelles qui prennent en charge,
Ça sous-entend qu'on continue sur un système à l'acte. Comment les mutuelles pourraient augmenter, enfin rémunérer ce temps que les professionnels de santé vont passer de façon pluriprofessionnelle? Aujourd'hui, quand un médecin généraliste, il fait un staff où il prend du temps avec une infirmière pour discuter d'un patient, on est d'accord que c'est du bénévolat de la part de l'infirmière et du médecin. Moi, je veux bien que ce soit les mutuelles, mais comment ce temps-là, il va être rémunéré? Merci. Alors, peut-être Agnès Firmin-Le Bodo, vous voulez réagir et on fera, chacun réagira. Bah, c'est assez compliqué de réagir en 2 minutes à tout ce qui vient d'être dit. Nous, on a le temps, c'est vous qui... Nous, Alors, moi, oui, je préside la commission des lois à 21h, donc moi, je ne vais pas aller dîner, hein, parce que je préside la commission des lois à 21h. Mais en fait, les questions qui nous ont été posées, à part la dernière, ne sont pas vraiment dans le sujet sur lequel on vient d'échanger. Donc moi, je veux bien entamer, avec les 2 syndicats représentants des médecins, un débat sur la réforme du système de santé. Oui, on est en train de dire que et je crois que la question n'a jamais été éludée par aucun d'entre nous. Et la refonte du système de santé, elle est en cours. Elle est en cours, mais elle est un moment où toutes les pièces du puzzle, elles ont besoin de s'agréger. Et j'allais dire, de voir la jeune génération, et Yannick l'a très bien dit, lui qui était un peu moins jeune, de voir la jeune génération réfléchir à ce sujet de prévention, ce qu'il n'a pas fait lorsqu'il était étudiant parce que ce n'était pas dans le format, de parler de la transition écologique, de travailler entre professionnels. Parce que très clairement, l'objet de la réunion de ce soir, c'est que tous les professionnels de santé sont là. À l'époque de Yannick et à la mienne, jamais on aurait fait une réunion entre étudiants pour parler de ces choses-là. Donc en fait, la refonte du système de santé, c'est vous qui l'incarnez et c'est ce qui est en train de se passer. On a parlé d'exercices coordonnés et maintenant, il faut que tout ça soit assimilé entre la génération qui est encore en place et la jeune génération qui arrive. Et donc, c'est tout ça qui va nous permettre de répondre à la fois aux besoins de santé de nos concitoyens avec un système de sécurité sociale et de protection sociale qui est le nôtre. Je rappelle que le PLFSS, c'est une enveloppe, c'est un gâteau qui augmente tous les ans et qu'il faut... Voilà, la question, c'est est-ce qu'on veut préserver ce système de sécurité sociale qui permet à tous nos concitoyens d'avoir accès aux soins? C'est ça le sujet. Et donc, si on veut que, dans le temps, avec nous qui vieillissons, alors peut-être en moins bonne santé, la prévention, c'est une des pierres à l'édifice qu'il nous faut absolument mettre en œuvre et qu'on n'a jamais mis en œuvre, pour des raisons, j'allais dire, parce que la prévention n'était pas... La prévention, c'est le temps long, et on l'a tous dit, et le temps long, c'est pas le temps du politique. Maintenant, il est urgent d'inverser nos logiciels. Et moi, je serais un peu plus disruptif sur la prévention. Moi, je pense qu'on est en train de faire fausse route sur les actions de prévention. De penser, je le redis, peut-être un peu plus vertement que tout à l'heure, mais que si on reste dans la prévention uniquement gérée par le corps médical et paramédical, on va se planter. La prévention, c'est interministériel. C'est tout le monde, à tous les étages. Ça commence par le citoyen, et c'est un enjeu d'éducation. C'est un enjeu d'adaptation de nos rues et de nos bancs quand on est plutôt dans la politique du grand âge. C'est comment on explique aux gamins de venir à pied à l'école. C'est bien mieux que pour la santé. C'est tout ça qu'il nous faut nous prendre en rêve. Donc la prévention, si on la considère uniquement par le biais du système de santé, c'est la deuxième jambe. Mais la première jambe, pour moi, ça reste l'éducation. Enfin, notre éducation à nous. Et si on ne fait pas ça, on va se planter. Donc je pense qu'il faut à la fois un enjeu d'interministérialité, et je vous rejoins complètement. J'ai été ministre de l'organisation territoriale et des professions de santé. Moi, je suis intimement convaincue que tout ça, ça ne marche s'il y a une ligne directrice qui vient de là-haut, mais que les actions, elles viennent du bas. Et ça ne marchera pas autrement. Moi, j'en suis intimement convaincue parce qu'on parle d'indicateurs populationnels, parce qu'on ne peut pas mettre les mêmes politiques de prévention et les mêmes actions dans tous les territoires, parce que les professionnels ont des habitudes de travailler directement et parce que les problèmes de santé publique ne sont pas les mêmes dans le nord de la France que dans le sud de la France, tout simplement. Donc il faut qu'on articule tout ça, et tout ça, ça se met en place. Merci Agnès Firmin-Le Bodo. Je rappelle que l'esprit du colloque, l'esprit de l'Institut Santé, l'esprit du colloque, c'est de rechercher un consensus pour bâtir le futur système de santé. Donc les désaccords peuvent être là, les mécontentements peuvent être là, mais et avec chaque acteur. Là, on a la chance d'avoir 4 personnalités politiques, mais les personnalités politiques ne peuvent pas tout faire par eux-mêmes. Donc que ce soit les représentants
les syndicats, et c'est normal. Et c'est bien pour ça qu'avec les jeunes, on les a impliqués. Vous avez vu comment ils se sentent extrêmement concernés par l'évolution du système de santé. Yannick Noder, vous vouliez réagir ? Bon, on va refaire, je pense, tous un petit tour par rapport à réagir à vos questions. Je pense que là, Agnès vient de répondre beaucoup sur beaucoup de sujets. Donc, je vais essayer d'aller peut-être sur les deux autres questions qui ont peut-être été moins traitées par les propos d'Agnès. Sur le fait, par exemple, vous dites sur la territorialisation, il y a plusieurs structurations sur un territoire, 3 maternités. Dès qu'une maternité ferme, on a les élus devant et tout ça. Moi, je dirais juste, attention, chaque élu prend ses responsabilités. Moi, j'ai été maire, je suis député, j'ai eu ces fermetures aussi chez moi. Moi, je pose juste une seule question. Vous voyez, quand moi j'ai eu une fermeture de maternité, j'ai dit aux gens qui se mobilisaient, souvent des politiques, j'entends, je dis, mais est-ce que tu voudrais que ta femme accouche là-bas, ta sœur ou ta fille? Non, mais voilà, un moment. Donc, si soi-même, on n'est pas capable de s'appliquer, il y a un moment, en général, ces structures sont un gros employeur de la ville. Mais on peut aussi faire des fermetures, entre guillemets, réussies et donner aussi d'autres vies à des centres de proximité. Donc moi, jamais j'irai soutenir une non-fermeture si c'est au final, ça n'assure pas le niveau de sécurité des patients, la réanimation néonatale, la présence de pédiatres, enfin tout un tas de choses qui sont déjà bien difficiles. Ça, je l'ai vécu en tant qu'élu local et je l'ai vécu en tant que professionnel de santé. Moi, je suis cardiologue, vous le savez, je dirige un pôle de cardiologie et à un moment, on avait 2 sites de chirurgie cardiaque la nuit. Un public, un privé. On a eu une injonction de l'ARS de nous mettre d'accord. Bon, il se trouve qu'on a gagné la partie, entre guillemets, hôpital public, puisque c'est l'internalisation dans l'hôpital public du service de chirurgie cardiaque. On a intégré les chirurgiens cardiaques dans nos équipes, dans mes équipes que je dirige. On a créé des statuts un peu particuliers. Vous imaginez qu'un chirurgien cardiaque qui devient praticien hospitalier, ça pose quelques soucis. Mais ce que je veux dire, c'est que là où il y a une volonté de l'ensemble des acteurs, on a laissé les politiques, pour le coup, un peu en dehors du coup, avec une volonté de l'Agence régionale de santé. On peut arriver à faire ces choses-là et au final, sur une situation qui devenait extrêmement tendue, on a arrivé à 4 chirurgiens d'un côté, 3 de l'autre, d'avoir une équipe de 7. Et maintenant, vous voyez, ça fait 10 ans, j'ai fait ça en février 2014. 10 ans après, malgré la refonte des 2 équipes, je vais quand même avoir des problèmes de pyramide d'âge. Donc, il faut, tout ça est possible, mais je pense que tout ça n'est réalisable que si c'est fait par les acteurs locaux, que ça soit par les territoires. Ça ne peut pas venir de Paris, je l'entends. Après, pour répondre à AMG France, j'entends bien cette inquiétude. Agnès, vous inquiétez pas, Agnès a bien fait passer les messages du PLFSS. Après, je dis juste que attention à ce qu'on se dit quand même. Moi, j'ai plein de copains, de copines de promo qui sont médecins généralistes ou spécialistes ou autres. Enfin, moi, quand je vois à quel niveau, puisque moi, je suis moins en première ligne maintenant en tant que parlementaire, et puis j'étais pas dans ce niveau direct de première ligne en étant chef de pôle depuis quelques années, ils font 50 patients par jour, la consultation dure 10 minutes. Non, mais je caricature un peu, mais ça va quand même très vite. Non, mais ça va quand même très vite. Ouais, mais vous savez très bien. Non, mais j'entends. Non, mais moi, on va pas s'engueuler. Non, c'est pas vraiment. Non, mais faisons attention. Disons-nous quand même la vérité. J'entends ce que vous dites, mais c'est 22 aussi parce qu'il y a aussi beaucoup de jours qui sont entre guillemets vaqués. Le rapport au travail a beaucoup changé. C'est le dernier point que je veux évoquer avec vous avant de me sauver. C'est que quand à notre période, notre génération, dites-le comme vous voulez, on n'avait pas ce souci du rapport de la vie au travail, de notre temps personnel, professionnel, familial, de nous occuper de nos enfants. C'était pas du tout ce même chose-là. Et le rapport au travail a beaucoup changé. Et je vois que maintenant, pour les collègues médecins et paramédicaux, mais je les connais moins, quand on voit déjà qu'ils ont du mal dans la journée à faire toute la partie curative, moi j'entends qu'ils veuillent revendiquer de faire la partie préventive, mais est-ce qu'ils vont en avoir la capacité? Est-ce que je pense que la bonne solution aussi, c'est de pas empêcher les autres
qui pourraient le faire, de pouvoir le faire. Il y a un partage de tâches, et je pense beaucoup notamment, on a beaucoup de discussions actuellement sur des secteurs qui sont en train de se financiariser. C'est le dernier point que je voudrais évoquer. Je veux parler des biologistes, des radiologues, de tout un tas de choses, et je pense qu'on pourrait peut-être aussi lutter dans cette financiarisation, avoir des éléments intéressants qui éviteraient à ces professions de recourir à la financiarisation parce qu'en fait ils ont des frais de charge, des frais de structure, et de leur donner ces missions de service de santé publique, ce qui permettrait, ils ont un grand avantage déjà, c'est qu'ils maillent nos territoires. Quand vous avez dans une commune un laboratoire d'analyse biologique, c'est un lieu où vous avez des professionnels de santé avec de la lumière installés en centre-ville qui sont ouverts de 7h du matin jusqu'à au moins samedi 13h. Ben, je peux vous dire, dans certains parties très rurales, on ne se rend pas compte de la chance d'avoir encore ce genre de structure. Donc peut-être qu'on peut en faire aussi des lieux de prévention. Je vous dis ça, je dis rien d'autre, mais voilà. Merci. Jérôme Guedj, juste un mot, pourquoi ça va pas? Peut-être sur le portage politique, vous n'appartenez pas, sauf erreur de ma part, à la majorité au pouvoir. Est-ce que vous verriez un portage transpartisan 2025 qui permette de mettre en place, faire voter cette loi, notamment de programmation et d'orientation sanitaire que vous avez évoquée? Je suis obligé d'être taquin, non, je vous confirme, je n'appartiens pas à cette majorité, pour la simple raison, c'est qu'il n'y en a pas de majorité, on l'a vu cet après-midi. Donc, et c'est pour ça, là je redeviens sérieux, c'est peut-être la chance. Si on est capable, et dans les 2 années qui viennent, soit on va vivre ce qu'on a vécu cet après-midi, c'est-à-dire des textes du gouvernement qui se font shooter par sa propre majorité, qui sont défendus par l'opposition, enfin bon, vous voyez, bon, je comprends que plus personne n'y comprenne grand-chose. Si on pouvait, nous, au moins mettre à profit le temps qu'on va avoir ici, parce que j'imagine qu'on ne va pas beaucoup avoir de textes de loi, vu le contexte, pour préparer ce travail-là, alors oui, il faut le faire. Voilà. Et donc moi, on en a parlé dans la commission avec Yannick, on a vu un certain nombre de sujets sur lesquels on avait envie de travailler et dont on se dit qu'ils ne sont pas pris en compte au moment où, dans la gestion, mais Agnès pourrait en parler mieux que moi, quand on passe de parlementaire, d'élu local à ministre, j'imagine, pour l'avoir un peu vu dans une vie antérieure aux côtés de certains ministres, qu'on perd sa latitude d'action parce qu'il y a des urgences et des temporalités, encore une fois, qui ne sont pas les mêmes que quand on est dans l'anticipation. Les sujets sur lesquels on est tous d'accord, c'est cette histoire de loi de programmation santé. Donc voilà, il faut qu'on lance le chantier pour que, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera prêt. Les sujets de financiarisation dont vous avez parlé, mais ça ne vous concerne pas directement, quoique ça a des répercussions. Le sujet qui a été évoqué de la répartition assurance obligatoire, assurance complémentaire, et dont Philippe Vigier vient de vous reparler, et je partage pour le coup à 100% le fait de dire que s'il y a une chose à laquelle on doit demeurer attaché, c'est l'universalité du système de remboursement de l'assurance maladie, et que tout ce qui va mettre un coin par le délestage organisé pour de basses raisons, si à la limite ce délestage était adossé à un projet de réorganisation, non, là c'est du court terme, on transfère du financement public vers de la cotisation privée qui n'est pas comptabilisée dans les prélèvements obligatoires, fin de l'histoire, voilà, ce n'est que ça. Sauf que ça a des conséquences en... Bon. Et donc, si sur ces différents sujets, AO, AC, enfin assurance obligatoire, assurance complémentaire, loi de programmation santé, et peut-être aussi le sujet financiarisation, et puis bon, on a aussi le sujet grand âge qui... Enfin, sur ces sujets, on est consensuel au moins sur la nécessité de ne pas être dans le statu quo. Voilà. Et moi, je pense que je suis attaché au débat républicain. Si on doit offrir des choix, bah, offrons-les sur l'ensemble de ces questions-là. Voilà. Je veux bien qu'on ait un débat sur la répartition entre mutuelle, assurance privée et sécurité sociale, mais pas voir les choses se faire par petites touches, dans l'opacité d'ailleurs de décrets, parce que tout ça, en plus, c'est une mesure sur laquelle on n'a pas prise, c'est une mesure réglementaire. Bon. Mais j'essaye de revenir sur le sujet de la prévention. Donc le portage politique, il n'y aura jamais des gens qui vont manifester dans la rue pour dire oh, on veut une politique de prévention. Non, ça n'existera pas. Pas plus qu'on l'a même sur le grand âge. Ou sur, voilà, bon. Donc, à un moment donné, c'est de faire des coalitions. Voilà. Je pense qu'il peut y avoir des coalitions si chacun sort de son couloir un peu habituel. Les organisations syndicales, les élus, les ministères, parce que
enfin, globalement, on va dans le mur gentiment, voilà, avec les difficultés d'organisation de l'ensemble du système qui en découle. Donc ce ne sera pas un sujet de militance au sens très grand public, même si ça pourrait l'être, en fait. Hein, la grande sécu, ou bon, ça peut être un sujet de vrai débat politique, mais le paradoxe, je termine vraiment par là, la santé, sujet premier de préoccupation des Français, sujet de très grande faiblesse dans le débat politique. Voilà. Prenez n'importe quel débat d'élection présidentielle, vous n'avez jamais les principaux candidats qui vous parlent de sa vision sur les politiques de santé, ou alors parfois de manière très caricaturale. La dernière fois, c'était en 2017, quand on avait d'un côté François Fillon qui disait « je vais séparer le grand risque et le petit risque », et de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon qui disait « on va créer la grande sécu ». Bon, sauf que ça passionne tout le monde pendant quelques semaines à ce moment-là, et puis après, dans les années qui suivent, ça n'irrigue pas le débat public. Voilà. Je vous préviens, je vais aller manger. Merci. Le mot de la fin, on va reprendre, on a un quart d'heure encore, on va reprendre l'autre table ronde, mais peut-être le mot de la fin, Vigier. Oui, bon, vous avez vu quand même qu'il y a un beau progrès, puisque ce débat qui a lieu normalement dans l'hémicycle, il a lieu avec vous. Non, mais je ne blague pas là en vous disant ça, vraiment, et on parle sans frein, bien au contraire. Jérôme Guel, je le disais à l'instant, pour la première fois depuis 15 jours en France, la première préoccupation des Français, c'est la santé. Si on ne saisit pas cette opportunité, au moment où le système est totalement à bout de souffle, tout le monde le dit, on est replâtrage sur replâtrage. Le seul discours, c'est comment on donne plus de moyens, on ne regarde même pas du tout le sujet de l'efficience. Et je l'ai dit tout à l'heure sur la prévention, on l'a tous dit, c'est ce qui reste une fois de plus lorsqu'on a tout oublié, donc on doit y aller. La deuxième chose, vous disiez, monsieur, en 2020, on s'est tous débrouillés. Moi, vous voyez, je suis biologiste, j'ai remis la blouse, j'ai vacciné, j'ai fait tout ce que je pouvais. On a fait 120 000 vaccinations, on a dit à l'ARS, vous restez chez vous. Je fais partie des premiers qui ont dit, les ARS, il faut les supprimer. Il y a longtemps. Je ne suis pas fait avec des copains ce jour-là. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que cette nouvelle ère, elle se fera surtout avec vous. Le cloisonnement, le décloisonnement, moi j'ai eu pour que les infirmières puissent signer les certificats de décès. 7 réunions avec les 7 ordres. 7 réunions. Comprenez la responsabilité, si jamais... Non, stop, on arrête tout, quoi. On est tous en situation de responsabilité. Donc, quelque part, la responsabilisation de tous les professionnels de santé, qu'ils soient publics ou privés, en décloisonnant tout, pour moi, c'est la base de la base. Avec un système, je réinsiste là-dessus, public territorial de santé, et naturellement, comme l'a très bien dit Agnès, les prévalences des maladies ne sont pas les mêmes à un endroit ou à un autre. Un mot sur la financiarisation. Je suis biologiste. Donc là, je peux tout vous raconter. Depuis la loi Murcef de 91, tout le monde a laissé faire. Ils n'arrêtent pas d'alerter. Sur la biologie, on a un article 15 là, qui arrive dans la loi. S'il est voté, les petits labos sont tous par terre. Ils commencent tous à fermer les après-midi. Sur les radiologues, vous savez comment ça se passe. Ma fille est radiologue, ils sont venus la voir il n'y a pas longtemps, à Clermont-Ferrand. Ça vaut combien votre affaire? On vous donne 4 fois le prix. Quand vous avez 30 ans, 35 ans, que vous avez acheté votre cabinet il y a 5 ans ou il y a 8 ans, vous hésitez. On sait ce qu'il faut faire. Et là, on verra, chacun sera au pied du mur, hein, les actions de préférence qui font que celui qui est porteur de l'action et du financement a la décision sur le médical, on ne peut pas laisser faire. Et le tout dernier mot, osez et allez-y. Une fois de plus, si on est capable, dans les 3 ans qui viennent, de porter cette réorganisation, parce que de toute façon, une fois de plus, je le redis, c'est à bout de... Donc je dis à la présidente de MG France, n'ayez pas peur. Ce n'est pas nous qui avons décidé tout seul. Vous voyez, ce qui est bien, c'est cette confrontation. Moi, j'ai été président de la Fédération des internes de France en biologie il y a très longtemps. Donc c'est cette confrontation que nous permettra d'aboutir et d'avancer. Levez vos obstacles et vos peurs. Je vous dis un mot, simplement, parce qu'on a regardé un peu les mutuelles. Je ne suis pas là pour les vendre, mais simplement, ils ont des belles réserves. Donc on doit être capable de leur donner une feuille de route, de regarder l'efficience, de regarder avec vous les items, et tout reposera sur la confiance qu'on vous donnera. Et nous, on vous fait confiance parce que vous avez, ce qui est le plus important, c'est la capacité à vous occuper des gens tout au long de leur vie. Dernier mot, et le tout dernier mot, on a monté avec la CPTS, dont je fais partie chez moi, pour les chutes, pour les personnes âgées, toute une structure de prévention. Vous savez que c'est les pompiers qui les relèvent. 85% des chutes. Là, on a amélioré de 20% le nombre de chutes en moins, en 6 mois. Donc, quelque part, il y a ces belles pistes. C'est ensemble qu'on le fera, dans le respect, parce que sans vous, et j'ai vraiment ce qui fait plaisir, c'est vous, les jeunes générations, qui allez dire aux vieux, les gars, il faut que ça bouge. Et on compte sur vous.
Merci, je vous demande d'applaudir les 4 députés qui étaient là. Merci infiniment. Salut, merci cher Jérôme Guedj.